Programme le gouvernement pour la Côte d'Ivoire, s'il est élu évidemment à la faveur de cette élection du 25 octobre prochain. Awa Domelo, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour cette interview exclusive. C'est moi qui vous dis merci pour l'occasion que vous m'offrez pour m'exprimer sur ma candidature. Merci beaucoup. Alors, comme indiqué sur la short list des candidatures retenues par le Conseil constitutionnel, vous y figurez. On avait au départ 60 candidatures, 55 ont été rejetées, 5 retenues, dont vous. Comment vous vous sentez aujourd'hui, à 20 jours de ce scrutin? Je me sens dans la peau de quelqu'un qui est prêt à flotter l'électorat et qui est prêt à proposer ses idées. Parce que nous sommes à une période importante de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique et du monde en général, où les idées sont en train de se renouveler. Et il est important que nous autres, on puisse apporter ces idées-là aux Ivoiriens pour que finalement ils soient éclairés des enjeux actuels et futurs de notre planète. Et c'est justement pour évoquer ces idées que nous sommes là ce soir. Mais avant, je souhaite que l'on parle un peu du contexte politique actuel. Le 16 septembre dernier, dans une déclaration, vous confiez votre candidature à 3 fortes personnalités de la Côte d'Ivoire. Votre camarade, le président Laurent Gbagbo, au président du PDCIRDA, Tidiane Thiam, avec qui vous avez beaucoup de similitudes dans le parcours académique et professionnel. Et enfin, au président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan. De ces 3, une réaction plus ou moins officielle a été retenue, celle de Maître Blessis Chrysostome, porte-parole du PDCIRDA, qui disait en substance « Nous n'acceptons pas cette main tendue d'Awa Domelo parce que nous sommes loin de l'axe de l'Est. » Les autres n'ont pas répondu officiellement. Qu'est-ce que cela vous fait d'entendre ça? Vous savez, ça me fait rire parce que le PDCIRDA a été créé par l'axe de l'Est. C'est dans le cadre de l'internationale communiste que des syndicats ont été initiés et créés en Côte d'Ivoire. Et c'est dans le cadre toujours de l'internationale communiste que le PDCI avait été créé avec à sa tête un communiste. Donc le vent d'Est, il a soufflé sur le PDCIRDA. Et dans sa gouvernance, on a senti que le vent d'Est était encore présent dans la mesure où c'est, je dirais, le seul parti qui a créé le maximum de sociétés d'État, ce qui est évidemment une valeur socialiste, une valeur venue de l'Est. Et donc, lorsqu'on ignore plus ou moins ce passé, qui est récent, parce que les indépendances, il n'y a pas longtemps, eh bien, il faut se poser la question. Moi, je considère que le PDCI est un parti qui a commencé à l'Est et qui, parfois, se positionne aujourd'hui plus ou moins au centre, mais certainement pas sur l'échiquier de droite. Depuis que votre candidature a été retenue, est-ce que vous avez pris langue, vous avez échangé avec le président du PDCIRDA? Je n'en parlerai pas sur ce plateau. C'est votre droit. Compte tenu de notre histoire commune, il est bien évident que les canaux, ne serait-ce que sur le plan purement professionnel, parce qu'on a le même profil, on a géré la même structure, et de temps en temps, on échange sur l'avenir de la Côte d'Ivoire, l'avenir de l'Afrique et l'évolution du monde. Votre famille originelle, vous avez confié, je l'ai dit, votre candidature au président Laurent Gbagbo, qui est votre camarade de lutte, au président Pascal Affi-N'Guessan. Est-ce que de ces deux côtés, vous avez eu des retours? Bien, ils ont jugé utile de ne pas répondre ou de répondre d'une manière négative. Mais ce qu'ils oublient, c'est que aussi bien le FPI que le PPACI, c'est des fronts. Moi, je suis arrivé au FPI pas seul. J'étais militant d'un parti communiste et c'est tout ce militantisme-là que j'ai déversé au FPI à sa création. Et donc, depuis lors, il y a des personnes qui adhèrent à ma façon de voir les choses et qui sont militants du PPACI. Et donc, croire que pondre une déclaration suffit pour décourager les militants, c'est faire une erreur d'analyse sur l'histoire même du FPI et du PPACI. Dans la mesure où, comme vous le constatez, même le parrainage a été porté à 80% par les militants du PPACI. On a vu un communiqué en cette fin de semaine de Maître Habiba Touré, justement, qui évoquait la révocation de plusieurs militants et de hauts cadres du parti. Est-ce que c'est la suite des défections en votre faveur? Oui, évidemment, c'est une dynamique dans la mesure où, il faut savoir, le PPACI, c'est un front. Il y a une aile gauche qui est très forte. Et donc cette aile gauche-là, évidemment, regarde ailleurs quant à ses choix tactiques et stratégiques. Et donc, comme vous le constatez, il y a beaucoup qui sont d'accord avec ma position et qui, parfois, s'engagent à mes côtés. Il y a beaucoup quitte aussi, à perdre leur responsabilité. Il y a beaucoup aussi dans ce front qui estiment que vous n'avez pas été cohérent, qui vous donne même le qualificatif de traître, parce que le parti a choisi, à une convention à laquelle vous avez pris part,
le candidat Laurent Gbagbo, et finalement, vous, au bout du compte, à quelques mois de la présidentielle, vous décidez de faire cavalier seul. Donc ils ne comprennent pas votre démarche. Ils estiment que vous fragilisez la dynamique du parti. Ben, le droit à la différence est un acquis de la démocratie. Et donc chacun a le droit d'exprimer son point de vue. Moi je suis un démocrate, je n'ai pas trahi la démocratie dans la mesure où j'ai fait une proposition pour que le débat s'ouvre à l'intérieur du PPACI. Je n'ai pas trahi la souveraineté, je me bats au niveau national, africain et international pour la souveraineté, et je n'ai pas non plus trahi le panafricanisme. Donc ceux qui évidemment font des analyses par rapport à des personnes peuvent faire de telles erreurs. Mais ceux qui font des analyses idéologiques ne peuvent pas arriver à une telle conclusion. En 2020, on était dans une situation presque similaire. Plusieurs candidatures avaient été retenues, dont les plus illustres. Celle d'Henri Konan Bédié, fait le président du PDCI-RDA, celle de Pascal Affi-N'Guessan, et bien d'autres, notamment Kouadio Konan-Bertin. Les deux précités ont décidé finalement de boycotter la présidentielle, et on a eu une affiche entre le président Ouattara et Kouadio Konan-Bertin. Certains se disent, Awa Don Melo, s'il n'a pas le soutien de Laurent Gbagbo, de Tidiane Thiam ou encore de Pascal Affi-N'Guessan, il se retirerait avant le 25 octobre. Comment vous réagissez? Vous savez, le deuxième parti le plus puissant, c'est les indépendants. Si vous vous référez aux élections locales, vous verrez que c'est les indépendants qui ont ravi la première place dans l'opposition. Par conséquent, c'est valable pour les législatives et les municipales peut-être, mais pas encore pour la présidentielle. Mais vous verrez, dans la mesure où les esprits évoluent, chacun se rend compte que la démocratie n'est pas seulement la propriété des partis politiques, mais que chaque citoyen est libre de faire ses choix en fonction de ses analyses. Moi, je parcours la Côte d'Ivoire, je vais un peu partout, je vois comment les Ivoiriens réagissent. Et donc, nous ne sommes plus au stade où les citoyens sont des otages des partis politiques. Ça, c'est une donnée nouvelle qu'il faut prendre en compte, sinon on fait une fausse analyse. Donc, ce que vous nous dites, c'est que vaille, vous êtes candidat jusqu'au 25 octobre. Mais je suis candidat, évidemment. Je suis candidat aux élections présidentielles de 2025. Évidemment, la météo politique, elle peut changer, mais pour le moment, ma ferme conviction, c'est qu'il faut utiliser les urnes comme moyen d'expression démocratique et il faut utiliser les urnes pour faire avancer le jeu démocratique. Parce qu'on oublie souvent que le jeu démocratique, il y a d'abord deux phases essentielles. Faire connaître ses pensées, ses idées. C'est ça le propre d'une campagne électorale. Dès lors que vous avez toujours l'intention d'aller aux élections pour gagner, il est bien évident que vous ratez l'occasion de faire partager vos idées. Mais c'est parce que les Ivoiriens auront partagé vos idées qu'ils vont vous porter au pouvoir. Et donc pour moi, le jeu démocratique, c'est le lieu de l'expression démocratique d'un pays. C'est pour ça que j'ai décidé de rentrer dans le jeu démocratique et puis exprimer mes pensées. Avant d'en arriver justement à vos pensées, à vos idées, à ce que vous souhaitez pour la Côte d'Ivoire, pour terminer sur le contexte sociopolitique, dans l'opposition, il était prévu une marche ce 4 octobre. Finalement, la marche a été annulée. Le PPACI a annoncé une marche pour le 11 octobre prochain, alors que la veille, vous êtes censé ouvrir votre campagne, vous et les autres candidats retenus. Quel commentaire faites-vous de cette situation? Vous savez, le processus démocratique, c'est vraiment un processus. On a commencé par le multipartisme, et comme vous le savez, le multipartisme, c'est la gestion de l'État par un parti, et pour un parti. Et nous sommes sur le chemin de la démocratisation de la Côte d'Ivoire. Et donc, sur ce chemin-là, il peut y avoir des allers et retours. C'est-à-dire, il y a des moments où la démocratie avance, et il y a des moments où elle recule. Et donc, la question des droits de l'homme, lorsque la justice est un instrument du parti-État, et que la police et la gendarmerie sont des instruments du parti-État, et que, parfois, le Parlement est entièrement phagocyté, eh bien, on criminalise pratiquement ses adversaires pour conserver le pouvoir. C'est la loi du pouvoir. Hein. Celui qui l'a veut conserver, celui qui l'a pas veut le conquérir. Et donc, dans cette dynamique-là, je pense que il faut toujours utiliser la ruse démocratique pour avancer. La ruse démocratique, c'est de vous soutenir. Oui, par exemple, vous, un autre candidat de l'opposition. Oui. Est-ce qu'il peut arriver que vous, Simone Gbagbo, Jean-Louis Billon et Henriette Labou, arriviez à un consensus pour qu'une seule voix représente l'opposition à cette élection? Tous les schémas sont possibles dans la mesure où... Le jeu est ouvert. Oui, le jeu est ouvert. Simone et moi, nous partageons parfaitement la même vision de la société, le même parcours politique et la même idéologie. Et donc, nous sommes interchangeables pourvu qu'on puisse échanger pour voir quelle attitude il faut avoir vis-à-vis des élections. Et donc, nous avons amorcé la discussion parce que j'étais absent. Et donc, nous continuons de discuter. Alors, certains vous reprochent aussi d'avoir été longtemps absent en Côte d'Ivoire, pour vos fonctions notamment de représentation des BRICS.
À cela, qu'est-ce que vous répondez? Parce qu'ils estiment que quand on est longtemps absent, ce qu'ils ont reproché notamment au président du PDCI-RDA, c'est qu'on ne maîtrise pas les réalités des Ivoiriens. Ben, c'est une erreur grave. Je suis sur le terrain politique depuis 1983. Je crois que je ne suis pas resté les bras croisés depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui. J'ai parcouru la Côte d'Ivoire. J'étais à l'aube du multipartisme où j'étais responsable de la délégation du Zinkomwe où j'ai pu tisser d'énormes relations politiques. La preuve, c'est que la commune de Bongano a été l'une des premières communes à avoir un maire FPI. Ben, ça, c'est l'activité principale que nous avons menée qui a conduit à ce résultat-là. Et donc, depuis longtemps, je suis sur la scène politique, même quand j'étais en exil. Eh bien, je continuais de travailler sur la scène politique à travers des jeunes, à travers des adultes, à travers des personnes de gauche avec qui j'avais toujours des échanges et en même temps, on essayait d'entrevoir l'avenir. Et donc, je suis absent, mais avec les nouvelles technologies, on n'est jamais loin. Vous parlez de votre candidature et de vos idées. Alors, votre idée est portée par le concept de souveraineté économique, principalement. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par la souveraineté économique? Ben, vous savez, il y a eu l'Afrique de Berlin. C'est-à-dire en 1884, les grandes puissances se sont réunies et puis ils ont partagé l'Afrique en plusieurs enclos, dont la Côte d'Ivoire. C'est pas nous qui avions choisi le nom, hein. C'est eux qui l'ont choisi, avec pour seul objectif de extraire des matières premières et donc et nous vendre des produits finis. C'était la loi, disons, du colonialisme, et cette loi du colonialisme était garantie par deux instruments fondamentaux. L'armée coloniale, qui n'est pas venue par négociation, qui est venue par agression pour prendre possession d'un territoire. Et puis la monnaie, qui nous prive de nos épargnes, de nos réserves en devises, et qui, ma foi, nous empêche d'utiliser nos devises pour investir dans des secteurs que nous-mêmes nous choisissons. Donc ces deux instruments-là font que, ma foi, la Côte d'Ivoire et l'Afrique, généralement, n'ont pas pu décoller. Et puis il y a un troisième élément qui s'est ajouté, c'est le contrat de concession. Vous savez, on prend une mine d'or, on concède à une multinationale. La Côte d'Ivoire à 5-10% et puis la multinationale à 90%. C'est comme le gaz, c'est comme le pétrole, c'est comme le cacao. Même le cacao, les licences sont inaccessibles aux producteurs même du café et du cacao, compte tenu des cautions énormes qu'on demande. Et donc les paysans sont expropriés de leurs produits. Et donc tous ces rapports asymétriques-là ont été construits à l'époque coloniale. Aujourd'hui, ça a évolué entre-temps. Ben ça a évolué, mais ça n'a pas encore atteint un niveau où on peut parler de plein emploi. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ivoiriens dans le système scolaire. On a près de 8 millions de jeunes, de CP1 jusqu'à l'université. Et chaque année, on a 400 000 diplômés. Et sur les 400 000 diplômés, il n'y a que 100 000 qui trouvent un emploi moderne et durable. Les autres se débrouillent dans le secteur informel et en exil. Et donc, il est temps de changer de rapport de production entre l'Occident qui nous a colonisés et l'Afrique qui a été colonisée. Et ce rapport de production, c'est de passer de l'économie des matières premières à une économie industrialisée de matières grises, où on peut absorber l'ensemble des jeunes qui sortent de l'école. Donc, la souveraineté est un impératif catégorique si nous voulons sauver la jeunesse et si nous voulons même transformer l'école. Parce que vous savez, les écoles aujourd'hui, c'est à l'image de l'école coloniale, c'est-à-dire on délivre des diplômes, mais il n'y a aucune qualification. Je prends l'exemple toujours d'un diplômé de mécanique. Au tableau, il est excellent. Mais vous le mettez devant un moteur et il ne sait même pas comment faire pour démonter un moteur. Ça, c'est être diplômé sans qualification. Nous devons changer cette logique-là pour passer des diplômes à la qualification, c'est-à-dire le savoir-faire et le savoir-faire faire. Alors, ça fait beaucoup d'idées que vous entremêlez, qui s'entrechoquent dans ce premier développement-là. Awa Domelo, installé au palais présidentiel, ce serait quoi les premières décisions, si vous en aviez 3? La première décision, c'est d'abord une loi d'amnistie pour apaiser la vie politique. Parce que vous savez, le multipartisme a engendré beaucoup de frustration, beaucoup d'arrestations, beaucoup de personnes qui ont été exclues de la compétition électorale ou qui sont encore en exil ou en prison. Donc il faut une loi d'amnistie pour apaiser le climat politique et le climat social. Et donc après... Il y a eu des lois d'amnistie par le passé. Est-ce que vous pensez que ça produit l'effet escompté, tel que vous le décrivez? Ben non, parce que la logique multipartisane fabrique ses propres exclusions et utilise tous les instruments. Donc on peut libérer un aujourd'hui, demander en prison 2. Toujours dans la même logique du parti-État. Donc l'amnistie ne réglerait pas le problème. Justement, c'est pour cela qu'il faut un État démocratique.
Et donc, pour moi, la démocratisation de l'État de Côte d'Ivoire est une nécessité. Et elle passe par la création d'une institution d'inclusion, c'est-à-dire ce que j'ai appelé le Conseil des sages, qui serait, je veux dire, le reflet de l'ensemble des forces politiques, mais aussi des anciens chefs d'État. Et ce Conseil des sages-là va permettre d'avoir une commission électorale indépendante, forcément, puisque on va lui soumettre, je vais dire la commission électorale, on va lui soumettre tout ce qui est république, c'est-à-dire la justice, etc., pour que les juges soient suffisamment neutres, parce que choisis d'une manière consensuelle, et que la liste électorale soit neutre, parce que choisie d'une manière consensuelle, et que le découpage électoral ne soit pas asymétrique au profit du parti au pouvoir. Donc tous les instruments qui divisent la Côte d'Ivoire doivent faire l'objet d'un consensus national. Et c'est comme ça qu'on peut créer les conditions du jeu démocratique, c'est-à-dire où il y a un arbitre, et puis la République fonctionne normalement, et les libertés démocratiques sont garanties par une justice indépendante. Et dans ce système-là, qui aurait l'opportunité de la nomination des membres du Conseil de sages, c'est le président de la République. Ben forcément, ça reviendrait à la case départ. Non, parce que les anciens chefs d'État, c'est pas moi qui les ai nommés chefs d'État. On est d'accord. Ils sont automatiquement membres. Vous pouvez les extirper du Conseil. Ils sont membres du Conseil d'État, du Conseil des sages. Voilà. Et puis les partis politiques les plus influents, ceux qui sont représentés au Parlement. Et puis vous avez la communauté religieuse et traditionnelle qui est là. Et puis vous avez des leaders de la société civile qui peuvent être choisis pour être membres du comité des sages. L'essentiel, c'est qu'on ait une démocratie inclusive et que le jeu démocratique soit l'affaire de chaque différence. Parce que c'est la synergie des différences qui fait le jeu démocratique et non l'exclusion. Dans votre développement sur la souveraineté économique, vous avez touché du doigt une question que vous évoquez souvent, la monnaie, le franc CFA. Exactement. Vous, une fois à la tête de la Côte d'Ivoire, vous engagerez une nouvelle réforme de cette monnaie ? Forcément, puisque dans tous les cas, l'Afrique de l'Ouest a déjà engagé des réformes dans ce sens-là. Ils ont mis en chantier... On arrive à la monnaie éco ? Voilà, ils ont mis en chantier l'éco, mais vous savez comment l'histoire s'est terminée. Est-ce que l'histoire est terminée ? Non, elle n'est pas terminée, mais elle a été mise en mal. Pourquoi ? Par l'ancienne puissance coloniale avec notre président. Vous y voyez un sabotage de la France ? Évidemment, la France n'a aucun intérêt à se débarrasser du CFA. C'est un matelas de réserve en devises pour la France. Et donc, elle n'a aucun intérêt. Aucun. Et donc, toutes les manœuvres nécessaires pour conserver ce matelas-là, vous savez que nos réserves en or sont en France. Et donc, si vous avez votre réserve en devises en France, vos réserves en or en France, c'est comme si vous travaillez et puis c'est quelqu'un d'autre qui gère votre salaire. Il est bien évident qu'ils ne vont jamais autoriser à ce que vous investissez en étant en concurrence avec celui qui gère votre salaire. Et donc la question de l'industrialisation est forcément liée à la souveraineté monétaire. Sans souveraineté monétaire, on n'a pas les moyens de notre politique. On peut faire de beaux programmes, de beaux discours, mais c'est ceux qui financent, en dernière analyse, qui parfois décident des projets à financer. Et donc, comme vous le constatez ces derniers temps, on a une vague de croissance tirée par le bâtiment et les travaux publics, parce que c'est nécessaire pour évacuer les produits finis de l'Europe vers l'Afrique, mais aussi nécessaire pour évacuer les matières premières de l'Afrique vers l'Europe. Donc, c'est des investissements qui arrangent le système. Mais vous ne verrez jamais, à part les 2 décennies de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, où grâce à la caisse stable, vous pouvez amener une politique vigoureuse de création de 60 à 80. De 60 à